avec Olivier Daudet qui est de France Bleu, Olivier Daudet, si tu veux bien te lever une seconde, qui présente une émission tous les jours sur France Bleu. Nous avons le plaisir donc d'avoir Renaud Hanson, qui a fait un livre, et on va en parler ce soir, et qui était considéré par Michel Berger comme son fils spirituel. Donc il l'avait engagé pour prendre la suite un peu de Balavoine dans Starmania, et puis après il lui a donné le titre de La légende de Jimmy, où il avait le rôle de James Dean. Voilà, même profil, même débandade, même exagération, n'est-ce pas? Même vitesse en voiture. J'en ai cassé 3. Voilà, donc on va, et puis Bigot, donc de RTL, et qui a fait un livre plus sur la musique de Michel. Moi c'est plus sur les textes, sur la vie, et lui c'est plus d'une façon générale aussi sur la vie de Michel, mais sur la musique, les influences américaines, classiques et autres. On sait que Michel Berger a eu une importance gigantesque pour la chanson française, non seulement au niveau des textes, comme moi je l'ai écrit, mais aussi évidemment au niveau des musiques, puisque lui, ses grandes idoles, on en parlera tout à l'heure, étaient mondiales, et on verra ça. Voilà, donc voilà, j'essaie de meubler, vous voyez, mais rendez-vous dans 3 minutes, comme dit Renaud Hanson. Merci. Qui voient le monde à leur image, certains sont nés pour être des dieux, pour concevoir à travers eux. Ouais, qui fait écho d'ailleurs à une soirée qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, c'était au réservoir Club ou la Forge Royale, très belle soirée, joyeuse, enlevée, Renaud Hanson en grande forme. Alors, c'est la panique sur les boulevards, retourne à vivre. C'est nous proposer de faire mieux connaissance ou à nouveau connaissance avec Michel Berger. À travers qui? À travers quoi? À travers le regard de 3 témoins privilégiés qui l'ont connu, qui l'ont approché, qui même ont un temps cheminé à ses côtés. Bien sûr, Grégoire Collard, qu'on ne présente plus, il a travaillé quelques années, si elle le représente. Il a été l'attaché de presse de Michel Berger, entre beaucoup d'autres. Et on peut penser que cette rencontre l'a marqué, comme elle a marqué aussi Renaud Hanson, Grégoire l'évoquait il y a quelques instants. Et puis Yves Bigot, qui dans son ouvrage, publié, il y a de ça 3 semaines, un mois à peu près, il loge par certain contrôle. On a tous quelque chose de Michel Berger, paru chez Don Quichotte, amène un travail plus journalistique encore. Il a mené l'enquête plus loin. Et ces livres finalement se font écho. Foudre aux yeux, l'ouvrage de Renaud, Michel Berger, L'étoile au cœur brisé de Grégoire, qui a fait l'objet de réédition et d'édition avec la complicité de notre confrère Alain Morel, biographie qui fait autorité. On s'est dit que c'était bien de les réunir tous les 3 et voilà, et de prolonger l'histoire à vos côtés. Michel a toujours dit, si on veut me comprendre, pour me comprendre, il faut écouter mes textes. Alors, on ne les a pas forcément toujours bien écoutés. Michel, c'est mon entourage proche. J'étais avec la chorégraphe de Glenn Farmer à l'époque, qui s'appelle, pour ne pas la nommer, parce que je lui donne un autre nom dans mon bouquin, mais son vrai nom c'est Sophie Tellier. Elle me dit, il y a Berger qui remonte Starmania. Et moi ça fait clac, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, et il me fait écouter l'album que j'appelle l'album bleu, celui de 79. Et là, je reste scotché, quoi. Je me dis, je veux faire ça. Il faut que je fasse ça, c'est clair. Il faut que je rentre dans ce truc, si c'est une nouvelle mise en scène, nouvelles orchestrations, etc. Il faut que je fasse ce truc-là. Bien entendu, comme un jeune con que j'étais, je me vois déjà remplacer Balavoine, c'est évident. Hein. Et à l'époque, j'avais comme manager Robert Biolay, qui a été le tourneur de Daniel Balavoine, et qui me dit, ok, j'appelle Berger, j'appelle sa maison de disques, mais t'oublies tout de suite l'idée que quelqu'un puisse, qu'un Français puisse remplacer dans le cœur des Français Daniel Balavoine. Déjà, ça m'emmerde. Et je cherche quelque chose, le blues du businessman, personnage trop âgé, machin, donc je vois Ziggy. Donc je lui dis ok, j'ai le truc. 3 jours après, je me retrouve au studio des Dames, en Paris, où Michel et Luc Lamondon font leurs auditions pour le nouveau casting de Starmania 88. Et c'était assez évident au bout de, je sais pas, allez, on va dire quoi, sans être présomptueux, 7 secondes, qu'il était convaincu que c'était moi. Et que moi j'étais convaincu que c'était lui aussi. Qu'il était la bonne personne. Voilà, je peux pas expliquer, c'était...
un visionnaire. Donc la première chose qu'il m'a dit, alors que je lui avais vraiment dit que je voulais faire Ziggy, il me regarde, il me fait, il y a une seule chose qui me dérange, il était très doux Michel, hein. Il y a une seule chose qui me dérange, c'est que tu pourrais aussi bien faire ton Roquefort, non? Et moi, je me dis, je vais fermer ma gueule, je vais pas lui dire que c'est ça que je veux faire, je vais rien dire du tout, et puis voilà. Et tu as fini par faire Et j'ai fait Ziggy et j'ai fait Johnny Roquefort un an après, absolument. Ah bah moi c'est très sexuel. Hein, évidemment, il est forcément gay, il est forcément célibataire, il est un peu féminé, il a pris la voix aiguë, il est pour moi celui-là. Et puis un jour je prends un avion et curieusement je suis assis à côté de lui, je lui ai rien demandé. Alors là je me lance un peu, je lui dis j'aime beaucoup ce que vous faites. Il m'a fait oui, et hop, il s'est un peu caché comme ça. Bon, alors j'ai passé un voyage épouvantable. Et puis un an après, il m'a appelé, il m'a fait appeler pour le rencontrer, pour que je travaille avec lui en tant qu'attaché de presse. Et là, je me dis, ah, ça c'est bien, je vais beaucoup m'occuper de lui. Et là, il m'a dit, bon, je travaille, je vis avec France Gall, et ceci, cela. Bon, j'étais un peu déçu. Et voilà, ça a commencé comme ça, et en fait, on a travaillé 18 ans ensemble, et il s'est rien passé. Compositeur finalement majeur dans son jeune âge. Il y a Gershwin, il y a Ray Charles, il y a des gens comme ça. Alors, au départ, d'abord, il y a son milieu familial. Donc, sa maman, Annetta, c'est une concertiste et qui est la répétitrice de Jane Rhodes et de Matty Mapley. Donc, il grandit dans un univers de musique. Tous les dimanches soirs, elle fait donner des concerts à la maison. Elle loue 100 chaises. Tous les dimanches soirs, ça a beaucoup frappé la famille, parce que tous les jours, on montait, on descendait 100 chaises du 29 boulevard de Courcelles. Donc, visiblement, c'était impressionnant. Donc, il a grandi, Michel, en entendant de la musique classique et en étudiant tous les compositeurs, etc. Quand je dis étudier, c'est-à-dire étudier leurs disques, leur œuvre, leur vie, pas la musique. Il joue du piano, mais il ne sait pas lire la musique, contrairement à ce que tout le monde imagine, on sent qu'il sort du conservatoire, etc. C'est encore plus draconien ce que je vais dire. Je pense qu'il a inventé avec tout ça ce qu'on appelle aujourd'hui le pop rock. C'est-à-dire qu'en fait, sa culture rock, justement, mais il n'était pas un rocker, on l'a dit, ok, mais sa culture rock fait qu'avec ses grosses papades sur son piano, il a inventé avec les mecs qui l'encadraient, les Janik Top, les, tu vois, etc. ça, qui lui avait fait Magma, enfin, tu vois, il a inventé le pop rock. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Une séance de travail, Michel Berger, ça se passait comment vraiment? Une séance d'enregistrement, c'est très rapide. Ouais. Il travaillait de manière très... Enfin, moi, ça me correspond complètement. Donc, moi, j'étais en terrain connu. Moi, j'aime... c'est très rare que je fasse vocalement 2 prises, 3 prises. Je le fais aujourd'hui plus pour laisser un choix et une option de couleur ou d'interprétation à l'ingénieur du son avec qui je travaille. Comme Berger, j'ai beaucoup fait de la production moi-même. Aussi un peu de par le fait qu'il n'y a pas vraiment d'immenses producteurs dans notre pays et que souvent les producteurs sont américains ou anglo-saxons ou anglais. Donc ce que je veux dire, c'est que tous les techniciens, France Gall, moi, mon attaché de presse de l'époque, etc., et Michel, on les vautrait en Suisse, dans une espèce d'endroit comme ça, tu vois, et tout le monde fume des pétards, sauf Michel Berger, bien entendu, qui à un moment on peut plus, parce que ça pue le pétard, donc il en a ras-le-bol, et il se lève, il me regarde, il regarde France, et il fait « Je vous laisse, je vais écrire une symphonie. » C'est joli. Il se barre, il appuie sur le bouton, l'ascenseur arrive, et il se barre comme un prince. Et ça, c'est une image que j'aime, mais je me suis failli m'étouffer de rire. Avec ses musiciens, il avait parlé et tout ça, il leur demandait de travailler chez eux, parce qu'il n'avait pas payé le studio. Et après, ça se faisait en 3 jours, 8 jours ou peu de choses, mais en tout cas, c'était très préparé, ça ne durait pas longtemps. Et en plus, terriblement distrait, on le perdait, il était professeur tournesol, on le posait là dans la rue, on n'en trouvait pas, il fallait le chercher après. Enfin bon, c'était drôle.
Et il pensait qu'à la musique, ça savait rien faire, il savait même pas faire marcher un magnétophone. C'est le musicien riait parce qu'il enregistrait 3 accords, il arrivait au studio et puis ça n'avait pas été enregistré, c'était n'importe quoi. Et qui fait donc de la bonne musique, c'est toujours dramatique quand même de se dire que quand on est un peu mieux que la moyenne de cette putain de profession, que ça ne fait pas. Et alors qu'on est dans sa propre vérité. Je pense que ça, il l'a super mal vécu. Parmi tous ses amis et ses filles qui ne veulent que quelques mots d'amour dans mon village capital où l'air chaud peut être glacial. La question, on ne peut pas s'empêcher de la poser, celle-là aussi. Et s'il n'y avait pas eu ce 2 août 1992, à votre avis, aujourd'hui, Michel Berger serait où? Il ferait quoi? Grégoire, peut-être, tout d'abord. Évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question. En 93, il aurait fait un album pour moi déjà. Ça c'était écrit. Ça malheureusement, tu vois, je suis quand même parti en vrille, j'en parle dans mon bouquin, je suis parti en vrille en 94, et en fait la thérapie m'a expliqué, c'est flagrant quoi. Je n'avais plus aucun repère, plus personne de valeur à qui faire écouter mes chansons, plus aucune personne en qui j'ai confiance dans ce métier, plus aucune personne qui croit en ce que j'essaye de faire dans ce métier. Et parce que la drogue, on l'a mis dans la main toute ma vie de musicien. Et en 94 et quelques, là j'ai cédé à l'ennemi pour 17 années. Voilà. Et c'est la mort de Michel qui a fait ça. Enfin, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Mais en 93, il était vraiment question qu'on déjà il y aurait eu ça. Même si c'est 3-4 chansons. Non, mais il n'y aurait pas eu tout un album, il y aurait eu 3-4 chansons. Et c'était important pour moi, c'était intéressant. Michel avait envie de faire du cinéma, il voulait être metteur en scène, il avait commencé à écrire, à préparer un film qui se serait appelé Totem, sur les Indiens d'Amérique. Et il s'était beaucoup renseigné, il était fasciné par les Indiens des USA, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, peut-être western, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait envie de faire ça, mais il avait, comme j'ai dit tout à l'heure, envie d'écrire de grandes œuvres, encore avec Luc Plamondon. Ils en ont parlé ensemble la veille de la mort de Michel. Mais Michel était fatigué de sa détresse, fatigué de son couple aussi, envie d'autre chose. Il avait très peur de la maladie de sa fille. Je ne sais pas comment il aurait tenu après. Peut-être qu'il aurait tout arrêté, un peu comme a fait Franck, je commence à voir. C'est terrible d'avoir ça. Et l'évolution de ce métier ne plaisait pas. Il disait, moi il m'avait dit, on avait arrêté de travailler ensemble en 90. Après Paradis Blanc, il m'avait dit, moi je suis un vieux chanteur et je veux pas, je deviens un vieux chanteur et puis le métier change, ça m'intéresse plus, je veux faire d'autres choses. Il m'avait dit, toi, t'es un vieil attaché de presse. Bon, moi j'étais plus jeune que lui, ça m'a beaucoup agacé. C'est que si Michel n'était pas mort le 2 août 1992, il serait mort le lendemain, ou une semaine après, ou un mois après, ou 3 mois après. Il n'est pas mort parce qu'il a joué au tennis par 40 degrés à Ramatuelle, à la Capilla, au-dessus de la plage de Tahiti. Il souffrait de cholestérol génétique, il était de toute façon malade, il ne s'était pas soigné, il mangeait du chocolat alors que c'était pas bon pour lui, il fumait alors que c'était pas bon pour lui. Et pourquoi à ce moment-là, vraisemblablement, Grégoire l'a dit, parce qu'il était à un moment, puis on passe comme toujours, hein, on se dit ça va aller mieux, il suffit qu'on se remette. Mais en fait, c'était en réalité une ou 2 premières alertes de la succession de crises cardiaques qu'il a faites donc le 2 août en plein après-midi à Ramatuelle. Il nous reste évidemment ces chansons géniales, ces interprètes magnifiques. Renaud, j'aime bien le groupe et dit l'autre.